L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de son Excellence Mohamed Irfan Ali, président de la République coopérative du Guyana. Je demande au protocole d'accompagner son Excellence et l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President, Madame la Présidente, Excellences, si nous sommes tous d'avis qu'il convient de mettre fin aux guerres et de les prévenir, si nous sommes tous d'avis qu'il faut réformer le Conseil de sécurité, et si nous sommes tous d'avis qu'il convient de reconnaître que le système financier international est injuste pour le monde en développement, et si nous sommes tous d'avis qu'il faut défendre le climat, la sécurité alimentaire et énergétique, pourquoi n'agissons-nous pas? Nous allons tous être condamnés par les tribunaux des consciences pour avoir su ce qu'il fallait faire et fait fi de ce qui nous portait atteinte. Madame la Présidente, parmi la myriade d'enjeux auxquels nous faisons face, les changements climatiques menacent notre existence même et font reculer le développement dans bien des pays. L'élévation des niveaux de la mer, l'élévation des températures, les catastrophes naturelles graves, les modifications de conditions météorologiques qui deviennent extrêmes, perturbent la sécurité agricole, alimentaire, mettent en péril l'approvisionnement en eau et déplacent des communautés. Ces conséquences sont particulièrement dévastatrices pour les petits États insulaires en développement. Chaque année, nous nous acheminons à la COP, emplis d'espoir et comptant sur des résultats concrets. Et chaque année, nous nous réjouissons de ces nouvelles promesses qui vont rester lettres mortes. Ce cycle d'espoir qui cède la place à la déception ne peut pas se poursuivre si nous voulons réaliser les objectifs du développement durable. Nous devons échapper à ce cycle de promesses vaines. Nous devons, une bonne fois pour toutes, honorer toutes nos promesses pour le bien de notre planète et pour l'avenir de ses habitants. J'aimerais vous parler de mon pays, le Guyana. Un pays de 80 000 carrés, un pays dont 86% du territoire est une forêt tropicale. Le Guyana est le pays avec le deuxième plus grand couvert forestier au monde et les taux de déforestation les plus bas. Nos forêts abritent 19,5 gigatonnes de carbone et en capturent 153 millions par an. D'après le WWF, nous sommes un des pays dotés de la plus grande densité en matière de biodiversité. Nous sommes à cheval sur deux zones de biodiversité, le bouclier des Guyanes et l'Amazone. En tant que pays, nous nous sommes consacrés à la préservation de cet atout majeur. Je salue tout particulièrement les peuples autochtones du Guyana, les Amérindiens, qui sont les véritables garants de ce patrimoine naturel immense. Nous reconnaissons leur rôle de chef de file et 15% des recettes provenant des ventes de carbone sont directement transférées à nos communautés autochtones. Madame la Présidente, même avec nos nouvelles ressources naturelles découvertes, le pétrole et le gaz, nous aurions besoin de moins de 20% de carbone capturé pour compenser les émissions. Nous préservons notre biodiversité et nous sommes conscients de sa valeur. Nous sommes convaincus que nous devons
commercialiser cet atout de façon juste et équitable sur le marché du carbone. Aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer le lancement de l'Alliance pour la biodiversité mondiale. Nous allons convoquer le premier sommet de cette alliance en 2025. Nous allons nous concentrer à la création d'un marché pour des crédits de biodiversité. Nous allons renforcer les mécanismes d'échange de dettes et de préservation de la biodiversité. Nous allons accélérer les prêts liés à la biodiversité, les bons d'État. Nous allons adopter un plan d'action pour les taxonomies de la biodiversité. Nous allons promouvoir des actions positives pour la nature. Il ne s'agit pas là de simples mots. Nous nous sommes aussi engagés à doubler nos zones protégées d'ici à décembre 2025 et à atteindre l'objectif de 30% d'ici à 2030 en matière de biodiversité mondiale. Voilà les solutions qu'offre le Guyana pour faire face à la perte de biodiversité. Nous ne vous donnons pas la leçon. Nous menons l'exemple sans faire montre d'arrogance. Madame la Présidente, d'après le PAM et le rapport sur la nutrition, en 2023, l'on estime que 28,9% de la population mondiale, soit 2,3 milliards de personnes, souffraient d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Les causes principales sont les conflits, l'insécurité, les événements climatiques extrêmes, notamment ceux qui sont dus à El Niño, au changement climatique ou au choc économique. Afin de nous atteler à l'insécurité alimentaire, nous devons adopter des mesures déterminées contre ces causes profondes. Nous devons lutter contre les conflits, atténuer les changements climatiques, renforcer la production alimentaire et améliorer le commerce des marchandises alimentaires. Nous devons donner la priorité à la paix et à l'action climatique. Nous pouvons donc créer des conditions où les systèmes alimentaires, les cultures et les moyens de subsistance ne sont pas hypothéqués par les conflits et le climat. Nous devons également garantir une production alimentaire et un système commercial permettant de réduire l'insécurité alimentaire. Nous devons pouvoir compter sur les femmes et les jeunes. Dans le cadre de notre politique agricole nationale, près de 35% de nos entreprises agricoles vont être gérées par des femmes et 60% par des jeunes. Alors que je parle d'insécurité alimentaire, les taux de malnutrition sont aussi alarmants et nous devons nous y atteler. Une alimentation nutritive, nourrissante, sûre est essentielle pour une population saine et en bonne santé. L'ONU doit être une véritable lueur d'espoir en ces temps turbulents. Le thème de cette année est, je cite, « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures » est pleinement ancré dans la Charte des Nations Unies. Pour y parvenir, nous devons compter sur des actions déterminées et sur un multilatéralisme des Lumières. Aujourd'hui, alors que nous tendons à la paix, c'est face au conflit que nous nous retrouvons. Alors que la promesse du développement durable cède le pas au changement climatique, à l'insécurité alimentaire, alors que la dignité de millions de personnes est foulée aux pieds en toute impunité. En Ukraine, la souveraineté et l'intégrité territoriale de toute une nation sont violées. Pourtant, les actions du Conseil de sécurité sont entravées par le veto. La justice exige que nous défendions l'intégrité de tous les États, petits, grands, puissants et faibles. Nous sommes tout aussi préoccupés par le conflit au Soudan, qui fait rage et dont les conséquences sont dévastatrices pour la population et entraînent famine et déplacement de masse. Ce conflit hypothèque les efforts visant à pérenniser la paix et garantir le développement durable. Notre Assemblée doit
d'années l'oppression et la persécution des femmes et des filles en Afghanistan par les talibans. Ces femmes et ces filles qui sont privées d'éducation voient leur liberté de circulation limitée et alors qu'elles ne peuvent même plus se faire entendre en public. La CARICOM fait la promotion d'un processus mené par et pour Haïti afin de restaurer la démocratie, la paix et la stabilité dans le pays. Nous saluons le déploiement de la mission d'appui sécuritaire multinationale autorisée par l'ONU, avec à sa tête le Kenya et qui a pour objectif de stabiliser la situation sécuritaire. Nous appelons la communauté internationale à renforcer le financement de cette mission et à renouveler son autorisation afin que cette mission puisse porter ses fruits. Nous devons également traiter de la situation humanitaire déplorable alors que la moitié de la population souffre de la faim, du déplacement et alors que les femmes et les filles sont victimes de violences effarantes, y compris des violences sexuelles. Le Guyana est à la tête des efforts de la CARICOM pour mobiliser l'action humanitaire à Haïti. Excellence, je vais me tourner vers vous pour obtenir cet appui. Nous devons garder le cap pour nos frères et nos sœurs haïtiens qui sont en quête de paix et de développement durable. C'est ce que mérite cette population, pas moins. Madame la Présidente, la paix, la stabilité et la sécurité sont en péril à Gaza. Nous réitérons notre condamnation des attaques du 7 octobre par le Hamas contre Israël. Toutefois, cette punition collective imposée à l'ensemble d'une population, y compris le massacre indiscriminé de civils, avant tout des femmes et des enfants, ne relève plus de la légitime défense. Alors que le monde regarde cette situation sans agir, Israël continue de fouler aux pieds ses obligations internationales, y compris les ordres de la CIJ et les différentes résolutions du Conseil de sécurité. C'est le droit à la légitime défense qui est utilisé comme arme d'extermination massive et pour attiser les craintes d'un génocide. Aucun État, petit ou grand, ne devrait se sentir en sécurité alors que de telles atrocités sont perpétrées en toute impunité. La guerre à Gaza doit cesser maintenant. À nouveau, nous exigeons un cessez-le-feu immédiat et nous exigeons la libération de tous les otages et de tous les Palestiniens détenus illégalement. Madame la Présidente, voilà plus de 75 ans que la population palestinienne se voit privée de son droit inaliénable à l'autodétermination. Nous devons avancer sur la voie d'une solution à deux États. C'est la seule option viable pour un avenir où les Palestiniens et les Israéliens vivent dans la paix et la sécurité. S'agissant de nos frères et sœurs à Cuba, leur droit au développement est encore entravé par cet embargo économique. À nouveau, nous appelons à la levée de cet embargo et à retirer Cuba de la liste des États encourageant le terrorisme. Madame la Présidente, l'ONU a une responsabilité toute particulière quant à la sécurité des petits États. Ces petits États comptent sur le multilatéralisme et sur le droit international pour les protéger face à l'agression étrangère. Le Guyana est un petit État qui a dû faire face à l'agression de la République bolivarienne du Venezuela, et ce, depuis nos 58 ans d'existence. Le droit international et son application stricte sont notre bouclier face à cette agression. Je rappelle à cette auguste assemblée que la frontière entre le Guyana et le Venezuela a été déterminée de façon finale en 1899 par un verdict d'un tribunal international. Le Venezuela a été représenté auprès de son tribunal. Le verdict a été reconnu par son Congrès et respecté pendant plus de 60 ans.
avant que cette question ne soit rouverte à la veille de l'indépendance du Guyana en tentant de s'approprier 2/3 de son territoire. Cette controverse, initiée par le Venezuela, a fait l'objet d'une demande du Guyana à la CIJ, conformément à une décision du secrétaire général et conformément à notre volonté de régler ce différend de façon pacifique. En 2023, face à l'intensification des actes d'agression du Venezuela, la CIJ a déclaré et décrété, je cite, « En l'attente d'une décision finale, la République du Venezuela ne prendra pas de mesures qui pourraient modifier la situation prévalant sur le territoire faisant l'objet du différend et où la République du Guyana exerce son contrôle. » Fin de citation. Après avoir refusé pendant des années de participer aux procédures de la CIJ et en affirmant ne pas reconnaître la compétence de la Cour, le gouvernement du Venezuela a maintenant présenté une contre-demande à celle du Guyana. Nous saluons la volonté du Venezuela de participer aux procédures de la Cour. Nous espérons que le Venezuela reconnaîtra la décision de la Cour comme nous l'avons promis. Je réaffirme notre engagement infaillible en faveur d'une résolution pacifique à cette controverse de longue date, en pleine conformité avec le droit international et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Madame la Présidente, la paix, le développement et les droits humains sont des piliers des Nations Unies. Nous aspirons tous à un multilatéralisme équitable, inclusif, ne laissant personne pour compte. La participation des femmes et leur rôle de chef de file dans le secteur public et privé est essentiel. L'on constate que le monde en développement appelle de plus en plus à la démocratisation des relations politiques et économiques internationales. La concentration disproportionnée de pouvoir donne un avantage à des nations puissantes alors que d'autres sont relégués aux marges de la communauté internationale. Les pays en développement exigent à juste titre des processus de prise de décision plus inclusifs et plus représentatifs au sein des institutions telles que le Conseil de sécurité, la Banque mondiale et le FMI. L'OMC doit également être réformé afin de garantir un commerce plus juste pour les pays en développement. Ces réformes doivent aller au-delà d'une représentation équitable et s'assurer que les politiques et pratiques de ces institutions tiennent compte des besoins en matière de développement et des aspirations de tous les pays. Alors qu'un nouvel ordre mondial se profile à l'horizon, nous devons nous assurer que l'ONU reste en première ligne de la gouvernance internationale. Si nous voulons vaincre grâce au multilatéralisme l'unilatéralisme, le rôle de l'ONU et le rôle des organisations multilatérales sera essentiel. Avec les ressources requises et avec la détermination nécessaire, nous pouvons garantir un avenir de paix, un avenir durable. L'ONU doit assumer son rôle de garant de la paix internationale, de garant du développement durable. L'ONU doit rester un protecteur ferme des droits humains, de la dignité humaine et du droit international. Et l'ONU nous incarne, nous représentons l'ONU et nous avons donc cette responsabilité collective face au monde. Nous devons donc agir pour le bien de la paix, du développement durable, pour la préservation de la dignité humaine, aujourd'hui et pour les générations de demain. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République coopérative du Guyana.